Bitcoin à 76 870 dollars et aujourd'hui est un grand jour puisque je vais vous préparer une nouveauté. Je vais vous présenter une nouveauté, celle de l'espace membre de Medusa. C'est enfin accessible aux membres qui font actuellement partie du cercle de Medusa. Donc, je vous disais, un Bitcoin à 76 950 dollars. On retrouve dans notre espace membre énormément de données et c'est justement ça qui va me servir de base pour vous dérouler toute mon analyse. Mon analyse basée sur mes 5 piliers, l'analyse technique, l'analyse on-chain, l'analyse macroéconomique, les contrats dérivés ainsi que le sentiment de marché. Vous voyez que le score de Medusa qui vous indique à peu près où on se situe dans une phase plutôt de distribution ou dans une phase d'accumulation. Là, voilà, on est plutôt au niveau des 33% dans une configuration baissière portée par les parties techniques et dérivées qui sont plutôt orientées à la baisse. Tandis que nos seuls piliers qui peinent timidement à faire remonter la note sont la partie macroéconomie sur laquelle il y a pas mal de choses à dire et la partie on-chain qui tient désespérément le bon bout. Donc là, vous avez une analyse qui est générée à partir de tous les indicateurs on suit sur ce cercle d'investissement. Donc voilà, on va dérouler toutes ces parties-là et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cet espace membre et en quoi il peut vous être utile si jamais vous décidez de rejoindre le cercle d'investissement. Voilà, donc au niveau de Bitcoin, actuellement à 60, quasiment au niveau des 77 000 dollars, on vient de franchir les 77 000 dollars il y a quelques minutes au moment où j'enregistre cette vidéo. On vient de refranchir à la baisse surtout ce niveau-là. Pour moi, on est en train de se retourner. Ça fait quelques jours que j'ai partagé ça dans mon cercle d'investissement justement pour réduire très fortement notre exposition. On avait pris quelques jolies positions, hein, notamment celle qui a été la plus favorable, Kite USDT, qui est un processeur de paiement pour les agents IA qui nous a donné de très bons résultats. On a clôturé la position il y a de ça quelques jours, très récemment. Voilà, on a pu capter le mouvement à peu près à partir du 6 mai. Voilà, c'est le 6 mai que j'ai envoyé ce trade. Et puis on a clôturé une bonne partie de la position ici. Donc vous voyez hein, cette hausse de 45%, elle est liée justement au fait que quand on a des indicateurs techniques qui sont intéressants, en l'occurrence ici, on avait sur du 3 jours, on avait des bandes de Bollinger qui étaient alors non, c'était pas sur du 3 jours, c'était sur du daily. On avait des bandes de Bollinger qui étaient très resserrées, juste là. Vous le voyez, au niveau des bandes de Bollinger, on était très resserré. Sur Alfractal, on avait aussi des données très intéressantes de position de la part des baleines. Des positions qui étaient pratiquement similaires à celles qu'on avait pu avoir sur la période du début du mois de janvier 2026 et qui avait précédé ce mouvement haussier très puissant. Donc là, vous voyez que Kite est encore en train de continuer sa tendance. Je ne vous recommande pas d'acheter du Kite maintenant, surtout dans la configuration actuelle du Bitcoin. On va en parler, mais on a des signaux qui sont très alarmants sur Bitcoin et sur la majorité des altcoins. Donc il faut se prémunir de potentielles baisses et vous êtes tous conscients de ça, j'imagine, mais on n'achète pas les phases verticales. Alors si vous en détenez, vous pouvez prendre des profits de manière un petit peu mesurée sur la hausse, profiter un petit peu de ces phases de hausse tout doucement, mais voilà, pour le moment, il faut rester prudent. Donc au niveau du Bitcoin, vous voyez que ça fait quelques jours qu'on est en train de casser des supports et sur la partie technique, ça commence à être assez préoccupant. Vous voyez qu'on est passé sous la médiane des bandes de Bollinger en daily qui se trouve actuellement au niveau des 79 300 dollars. Ça commence à devenir un petit peu préoccupant parce que vous voyez que c'était une médiane, cette médiane des bandes de Bollinger, elle nous avait servi de support. En l'occurrence, aux alentours du 30 avril, quand on était venu récupérer les 75 000 dollars. On était venu prendre appui sur cette médiane des bandes de Bollinger avant de refaire une nouvelle impulsion. Et malheureusement, cette fois-ci, elle a été retestée pendant la période du 13, 14, 15 mai. Et finalement, elle a fini par être cassée en même temps que notre support des 79 000 dollars, qui était un support éminemment important.
Et donc voilà, à titre d'information, vous voyez, hein, nous on est à peu près sortis aux alentours des 80 000 dollars ici sur justement rebond. On a eu un rebond assez fébrile qui justement nous laissait présager de la suite. Et donc à ce moment-là, on a commencé à sortir le plus gros du portefeuille avant de se désexposer petit à petit, progressivement en fonction de l'avancée de ces indicateurs. On va basculer sur la partie analyse technique pour vous montrer justement la particularité de ce pilier-là. On a quelques lumières, quelques forces haussières sur la partie technique. Malheureusement, on en a assez peu. Le RSI Weekly qui nous porte relativement, même si vous voyez que c'est sur des échelles de temps assez longues que les indicateurs techniques sont les plus haussiers malheureusement, hein. Vous voyez un RSI qui est en convergence avec le prix, qui est toujours orienté à la hausse, même s'il a buté sur la zone de neutralité des 50, ce qui est quand même pas très très bon signe. Et la deuxième chose, c'est également les bandes de Bollinger, sur lesquelles on se situe au-dessus de la zone médiane, sur les bandes de Bollinger Weekly. On a des bandes de Bollinger Weekly qui d'ailleurs sont petit à petit en train de se resserrer. C'est à peu près les seules choses qui, au niveau de la partie technique, sont positives. Le reste c'est quand même plutôt très négatif. On a des structures qui sont plutôt baissières. Le RSI Daily est baissier. On l'a vu, hein, mais vous voyez ici, le RSI Daily, il est en train de justement montrer une convergence baissière avec le prix, c'est-à-dire un M-top sur le RSI, un M-top juste là, hop, 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 sur le prix. Donc malheureusement, ça commence à devenir très compliqué. On le voit du coup sur les différents blocs, on est dans une continuation baissière attendue avec un Ishimoku dans lequel on a cassé la Tenkan, on a cassé la Kijun. Vous les voyez juste ici également. C'est préoccupant parce que c'est des choses qui portaient le Bitcoin depuis pas mal de jours. Ça fait à peu près depuis le début du mois d'avril où on avait une tendance haussière qui s'était dessinée. On avait cassé petit à petit les niveaux de résistance. On avait eu une lagging span, hein, cette fameuse courbe jaune qui retraduit le prix, hop, avec quelques bougies de décalage. En l'occurrence, alors je ne sais pas combien je l'ai paramétré, mais je crois que je suis resté sur les paramètres d'entrée. Voilà, on est sur les 30 jours de lagging span. Voilà, ici, 30 jours de lagging span. Donc on a 30 jours de décalage entre les prix actuels et la lagging span. Et vous voyez qu'on s'était affranchi du Kumo, ce nuage entre la Chikou-span B en rouge et la Chikou-span A en vert. Ce que ça signifie, c'est que on a vraiment de la faiblesse structurelle au prix. C'est pas un simple retracement, c'est pas une simple petite correction avant une reprise haussière. On est en train de casser petit à petit structurellement tous les niveaux qui nous portaient. Ça, c'était pas arrivé depuis un bon moment quand même, de casser la Tenkan et la Kijun en daily. On a encore notre Kumo qui se trouve un petit peu plus bas, aux alentours des, vous voyez, 73, 74 000 dollars. Il pourrait faire office de support. Malheureusement, ça commence à devenir inquiétant parce que on est en convergence au niveau du momentum sur le RSI Daily, sur la MACD Daily. On a au niveau du weekly le Ishimoku qui est aussi baissier et on vient casser structurellement tous les niveaux de support, que ce soit le niveau voilà, le preview weekly low, hein, le niveau le plus bas de la semaine précédente, le current weekly high, qui du coup est le plus haut de la semaine actuelle. Tout est devenu résistance. On a cassé tous les niveaux de support, on le voit juste là, les niveaux de support que vous voyez, donc vous avez la cotation du prix, et vous avez du coup tous ces niveaux de support qui sont au-dessus de nous, et ça malheureusement ça commence à nous peser, parce que à chaque fois on a des murs qui commencent à céder en dessous de nous, et qui se reconstruisent mathématiquement instantanément au-dessus de nos têtes, et du coup malheureusement, tout le travail qu'on a réalisé pendant un mois et demi entre à peu près le début du mois d'avril et le milieu du mois de mai, et ben malheureusement ce travail-là commence à changer et c'est pas anodin. Et donc ce changement, le changement qu'on a eu de structure, en fait il est très lié à un changement psychologique et ça c'est ce dont on va parler notamment en grande partie dans le pilier des contrats dérivés. Donc vous voyez ici, hein, ce graphe-là, il a pour but justement de représenter très simplement les zones de support, les zones de résistance pour voir un petit peu où on se situe. Et là, bon, bah, c'est très clair, on est dans une phase où on casse les niveaux de support de manière structurelle. Et ça, c'est malheureusement assez gênant. Autre indicateur qui est éminemment important pour moi, c'est le Tether Ratio Channel.
L'idée, c'est de comparer la market cap du Bitcoin avec la market cap des stablecoins. C'est vraiment le but, c'est de regarder à quel moment les stablecoins rentrent sur le marché et à quel moment les stablecoins sortent du marché. Et ce Tether Ratio Channel que vous pouvez d'ailleurs récupérer gratuitement sur TradingView normalement, vous pouvez l'avoir juste là. Hop, on va commencer à retirer des indicateurs, sinon on va se perdre. Vous voyez ce Tether Ratio Channel dont je vous parle régulièrement. Il vient de faire un croisement. C'est un indicateur qui fait des croisements et qui nous donne des signaux relativement peu fréquemment, mais que lorsqu'il nous en donne, ils sont plutôt très très pertinents. Vous voyez notamment quand on a des croisements de ces deux moyennes mobiles et notamment au-dessus de cette zone de surachat au-dessus des 55, vous voyez que malheureusement c'est des signaux qu'il faut prendre très au sérieux, puisque vous voyez, hein, je vous mets des barres verticales au moment où on a eu ces croisements. Malheureusement, c'est des zones sur lesquelles on a eu des retournements violents par la suite. Vous voyez, hein, hop, les croisements qu'on a pu avoir, c'était systématiquement des choses qu'il ne fallait pas ignorer. Et donc, malheureusement, cet indicateur-là, il porte encore une fois le poids justement du scénario bearish qui malheureusement s'ajoute à la liste de toute la partie technique qui malheureusement, vous voyez, hein, ça reste du factuel. Hein. J'ai une approche, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, j'ai une approche qui est quantitative. Donc moi, je me base uniquement sur des indicateurs fiables. Et c'est pour ça que j'ai construit cet espace membre qui est effectivement du coup accessible à tous les membres du cercle d'investissement pour pouvoir naviguer dans ces différents points. À chaque fois, on a un texte qui est associé à tout ça pour comprendre la structure de ces indicateurs, pour comprendre les mouvements. Et pour avoir non seulement l'indicateur, mais la pédagogie qui va avec, hein, ça m'a pris pas mal de temps de configurer tout ça. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir être dans ma tête, dans la tête de quelqu'un du coup qui analyse le marché depuis, je sais pas, pratiquement 9 ans maintenant. Donc vous voyez, hein, ça commence à faire pas mal de temps. La partie suivante, ça va être la partie des contrats dérivés. Je vous l'ai dit, hein, c'est également quelque chose qui porte le Bitcoin depuis pas mal de temps. Les contrats dérivés, ils étaient plutôt favorables à une continuation haussière depuis pas mal de temps. Et maintenant, on est dans une phase plutôt baissière puisque on a des longues qui s'empilent dans la baisse. Vous voyez, hein, il y a beaucoup de rouge. Malheureusement, c'est parce que en fait, on a quasiment tout qui est orienté très fortement à la baisse. Vous le voyez ici, on a le prix du Bitcoin en blanc et les funding rates de chez OKEx en rouge et en vert. Le rouge montre justement que pendant à peu près toute la période, vous le voyez à peu près du 14 avril à notre top du 6 mai, on a eu à peu près 3 semaines pendant lesquelles on a eu une hausse assez structurelle et bien structurée justement du Bitcoin avec des phases de plat, des phases de petite compression et de retracement, puis des phases d'expansion haussière qui étaient portées par des moments où le Bitcoin était porté par un sentiment négatif. Des traders qui, vous le voyez ici, grâce à des funding rates qui étaient négatifs. Les funding rates, c'est tout simplement cet indicateur qui nous permet de mesurer si on a des traders qui sont plutôt orientés à la baisse ou à l'achat ou plutôt haussier. Et vous voyez que quand cet indicateur est rouge, ça signifie qu'on a la masse des traders qui sont plutôt orientés à la baisse. Et quand on a des histogrammes qui sont plutôt verts comme actuellement, on a plutôt des traders qui sont orientés à la hausse. Alors vous allez me dire comment ça se fait que le fait d'avoir beaucoup de traders à la hausse, c'est un problème. Et bien c'est un problème parce que la foule se trompe toujours. Et quand on a une quantité importante de traders qui se décident à prendre des trades actuellement pour espérer revoir le prix du Bitcoin au-dessus des 83 000, 85, 90 000 dollars, malheureusement, ils empilent leur liquidation mathématiquement en dessous du prix. Et vous voyez qu'en dessous du prix, on commence à avoir pas mal de liquidations qui se sont créées, dont un gros cluster au niveau des 70 000 dollars, hein, plus de... Enfin voilà, on est sur ici les 69 990, on a quasiment 4 milliards de positions longues qui sont ouvertes sur ces niveaux-là. Au niveau des 70 161 dollars, on a 3 milliards de positions. Bref, on a aux alentours des 10 milliards de positions longues dont les ordres stop ou les niveaux de liquidation se situent exactement sur les 70 000 dollars. Et ça, évidemment, vous savez que les market makers, les apporteurs de liquidités, comme on dit en français, le savent.
Et c'est quelque chose qu'ils surveillent. Parce que tout simplement, un exchange, comment il vit, Binance, Coinbase, Kraken, tous, hein, comment ils vivent? Eh bien, ils vivent avec les frais de commission de leurs clients. Et donc, de temps en temps, ils sont tentés de faire quelque chose qui est parfaitement illégal dans la finance traditionnelle, mais qui n'est pas illégal dans le marché des cryptos, puisque c'est un marché non régulé. Vous avez la possibilité de trader contre vos clients. Et donc, vous pouvez utiliser les fonds de vos clients pour jouer contre vos clients. Quand un client va déposer, je ne sais pas moi, 50 000 dollars sur Binance pour acheter du Bitcoin, eh bien vous avez Binance qui détient ces 50 000 dollars en collatéral, qui va du coup donner des Bitcoins sur la plateforme de manière théorique à ce client-là, mais en attendant, ils ont quand même les 50 000 dollars en portefeuille. Et ils peuvent décider de jouer avec ces 50 000 dollars, et c'est ce qu'a fait la faillite de FTX à l'époque en 2022. On a des plateformes qui sont parfois un petit peu opaques et qui ont parfois des comportements plutôt mauvais. Alors, ce n'est pas le cas de toutes les plateformes, en l'occurrence Coinbase, ce n'est pas le cas. Je ne connais pas pour les autres, hein, mais je sais que Coinbase et Kraken, a priori, ne le font pas, et c'est pour ça qu'ils sont régulés aux États-Unis. Eh bien, vous avez des plateformes qui le font et qui vont s'amuser de faire justement baisser le prix du Bitcoin, d'accentuer certaines tendances pour venir récupérer les niveaux de liquidation de leurs clients. Parce qu'en fait, de manière transparente, étant donné que ce sont leurs clients, ils savent très bien à quel point ils sont positionnés à l'achat ou à la vente, et donc ils vont pouvoir accentuer certaines phases pour venir récupérer les niveaux de liquidité. Quand on a un ordre qui est exécuté, eh bien effectivement, on a du coup une commission qui part et qui vient rémunérer l'exchange. Alors quand on a énormément des gros clusters de liquidation qui se trouvent à des endroits donnés, eh bien on va être tenté de manipuler le prix pour pouvoir venir récupérer cette zone, pouvoir liquider les clients et récupérer les fameux frais de commission. Et ça, c'est quelque chose qui est assez répétitif sur les crypto-monnaies et en l'occurrence sur le Bitcoin qui est le plus gros actif coté justement avec les plus gros contrats dérivés sur le secteur de la crypto-monnaie. Donc là, c'est exactement ce qu'on observe, une remontée des fundings pendant une phase baissière. C'est ce que nous explique justement ce petit paragraphe. Divergence baissière, funding, prix. Le prix baisse, mais les fundings remontent. Les longues s'empilent dans la baisse, risque de cascade de liquidation. Et effectivement, c'est ça le risque. Le risque, c'est d'avoir des liquidations qui s'enchaînent, un sentiment de buy the dip, il faut absolument acheter, c'est une opportunité exceptionnelle pour repartir à la hausse, ceux qui n'achètent pas vont s'en mordre les doigts, etc. Enfin bref, le même discours qui revient chaque fois. Et j'imagine que je l'aurai dans les commentaires, à chaque fois que je fais une vidéo dans laquelle je suis un peu plus baissier que la normale, je reçois des commentaires. Évidemment, c'est normal, mais ne pas prendre ce scénario en tête, ne pas l'avoir en tête et ne pas prendre en compte ce scénario, c'est un problème. Ce que vous voyez ici, ce que vous voyez dans cet espace membre, ce que vous voyez comme indicateur, ce sont des indicateurs factuels. Je base mon discours sur ces indicateurs, j'interprète ces indicateurs, mais les indicateurs nous donnent des informations. Libre à nous de les lire ou de les ignorer. Moi, je choisis de les lire. La smart money, c'est pareil, les gros portefeuilles, les baleines, sont actuellement dans une phase de distribution marquée. On le voit ici sur Alfractal, le whale versus retail delta. On vient tout simplement comparer deux cohortes, les petits portefeuilles, les gros portefeuilles. Que font les gros portefeuilles? Que font les petits portefeuilles? Quand on a des convergences, eh bien on a un indicateur qui est plutôt plat, plutôt neutre, c'est-à-dire que les acheteurs sont des baleines et des retail. Bon, voilà, hein, on a des phases tendancielles. Par exemple, après la panique des droits de douane, on a eu une phase où les baleines étaient acheteuses et les petits portefeuilles étaient acheteurs. Eh bien ça, c'est généralement des phases qui sont très très haussières, puisque du coup tout le monde est acheteur, donc évidemment on a un déséquilibre puissant entre offre et demande, et donc on a un prix qui vient suivre ce déséquilibre jusqu'à venir le compenser et jusqu'à retrouver de la volatilité sur cet indicateur à un moment où on retrouve des baleines qui ont des positions contrariennes par rapport au retail et inversement. Donc ça, c'est évidemment des choses qu'il faut surveiller, mais les moments dans lesquels on a des plus gros déséquilibres, donc les baleines qui sont très positionnées à l'achat, comme par exemple en novembre 2025, au moment où on touche notre bottom des 80 000 dollars, on a des baleines, vous voyez avec ce spike vert très important, des baleines qui sont très très massivement positionnées à l'achat, qui se décident à massivement acheter pour suivre du coup, pour racheter le dip, pour faire un buy the dip. Mais cette fois-ci, quand c'est un buy the dip par les baleines, vous voyez que qu'est-ce qui se passe?
ben, on a un rebond. Et vous voyez que ça s'est exactement produit quand on est venu récupérer nos 60 000 dollars au début du mois de février 2026. En l'occurrence, du 4 au 6 février, on a eu une augmentation massive de la position des baleines à un moment où les retails faisaient quoi? Eh ben, ils faisaient exactement l'inverse. On avait des retails qui vendaient massivement et donc c'est pour ça que cette courbe verte est venue faire un spike haussier très important. Et donc, qu'est-ce qu'on observe exactement actuellement? Eh bien, c'est l'exact opposé. L'exact opposé avec une baisse très importante de ce Whale versus Retail Delta, et c'est ce que nous donne comme information cet espace membre, avec du coup un delta important qui nous montre que les baleines sont actuellement plutôt dans une phase de distribution marquée, donc une vente très importante de leur Bitcoin, alors que les petits portefeuilles se réveillent, espèrent que ce creux soit juste une simple opportunité d'achat. Malheureusement, c'est pour ça qu'il faut être capable de lire tous ces piliers-là, que ce soit l'analyse technique, l'analyse on-chain, la macro, le sentiment de marché, les contrats dérivés. Tous ces différents piliers nous donnent des informations. Se spécialiser dans un domaine, pourquoi pas, mais pour moi, ça n'a à peu près aucun sens, puisqu'on a la possibilité d'avoir beaucoup d'informations de tous ces différents piliers qui contribue à apporter une vision globale, une vision vraiment complète de l'univers de la crypto et justement non seulement de la partie technique, non seulement de ce qui se passe visiblement sur le prix, mais de ce qui se passe également sur les contrats dérivés, ce qui se passe en termes de flux, ce qui se passe en termes de macroéconomie et également sur le sentiment des investisseurs pour être capable de comprendre, puisque vous savez que les marchés sont très liés à la psychologie humaine, et bien effectivement du coup ça c'est important de pouvoir également suivre la partie sentiment de marché. On a également au niveau de l'open interest quelque chose que je voulais vous montrer, qui est un indicateur qui est extrêmement puissant mais également justement très très peu partagé. Et cet indicateur, c'est l'open interest. L'open interest, l'intérêt ouvert, c'est justement le nombre de bitcoins qui sont ouverts comme contrepartie de contrats dérivés. Donc à chaque fois que vous prenez un trade, vous venez ajouter votre position à l'intérêt ouvert, donc l'open interest. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça montre l'appétit pour le risque des différents investisseurs. Vous avez plusieurs manières de le suivre. Vous avez notamment les positions à levier. Vous avez la possibilité de regarder les leverage, ici, le levier moyen sur les contrats dérivés. Vous voyez que ce levier moyen, il est en train de continuer d'augmenter. Donc ça vous permet de regarder est-ce que les traders sont plutôt agressifs, mais vous pouvez savoir aussi est-ce que vous avez plus ou moins de traders. Et cet indicateur-là, eh bien, vous l'avez justement ici dans cet espace membre. Vous avez l'order flow, enfin l'open interest qui apparaît juste ici et que vous voyez également sur la vision long terme. Vous voyez depuis 365 jours, vous avez l'open interest qui est juste là et qui est actuellement à 45,21 milliards de dollars. C'est extrêmement, extrêmement haut. Je vais vous montrer un petit peu la photo globale depuis les cycles précédents. Vous voyez qu'on est pratiquement sur un ATH. On n'a pratiquement jamais eu autant de positions ouvertes sur les contrats dérivés que ce que nous avons actuellement sur les contrats dérivés. C'est quelque chose de très gênant parce que c'est quelque chose qui arrive non seulement très rarement et qui se solde quasiment à chaque fois par une capitulation et une correction baissière. Vous savez que l'open interest, c'est le nombre de positions ouvertes, qui donc ne présage pas du fait que ce sont des traders qui sont plutôt acheteurs ou plutôt vendeurs. Cependant, le Bitcoin étant un actif qui est plutôt tendanciellement haussier, vous savez que depuis sa cotation dans les années 2009-2010, où il était coté à moins d'un centime de dollar, jusqu'à être coté à plus de 126 000 dollars le 6 octobre 2025, eh bien on est sur une tendance en courbe logarithmique, une régression linéaire, et c'est du coup pour ça qu'on a tendance à plutôt avoir des traders qui se positionnent plutôt massivement à l'achat plutôt qu'à la vente. On a plutôt un biais haussier sur Bitcoin. Et c'est pour ça que la plupart du temps, quand on a des excès massifs d'open interest, c'est généralement des excès massifs d'open interest haussiers. Et ça vient généralement se solder par des capitulations, des phases de correction qui peuvent varier 20, 30, 40, 50, 70% par moment sur le Bitcoin. Généralement, on va plutôt se situer entre 30 et 50%. Donc malheureusement, avec un Bitcoin actuellement au niveau des 76 800 dollars, bon, bah, vous voyez, si on tape simplement
simplement les 30%, on viendrait récupérer les 52 000 dollars. Est-ce que ça va se produire? Honnêtement, c'est toujours facile d'être ultra bearish. Je n'en sais rien. Vous avez vu que pendant cette phase haussière, je suis passé haussier à un moment donné quand justement j'ai vu que les indicateurs me portaient le scénario haussier comme étant le scénario le plus probable. Le scénario actuel le scénario actuellement le plus probable est un scénario baissier. Le jour où ça se retournera, je modifierai mon biais. C'est justement la particularité que je peux avoir sur la gestion de mon portefeuille et sur justement les signaux que je peux envoyer sur le Medusa Index et sur mon cercle d'investissement. C'est justement le fait d'être capable de changer de biais et de m'exposer par palier. Je ne m'expose pas à 100% de mon portefeuille à un moment donné, comme je ne me désexpose pas de mon portefeuille en un claquement de doigts à 0%. Il y a toujours des paliers, il y a toujours des phases où progressivement je vais m'exposer et me désexposer. Ça me permet de profiter de certaines phases haussières comme on a pu voir en début de vidéo avec certaines cryptos comme justement Kite, mais on avait voilà, d'autres cryptos comme Pump, comme Virtual, etc. qui ont eu des belles dynamiques. Vous pouvez en profiter et malgré tout vous désexposer quand justement le marché se retourne. Et c'est justement ce qu'il faut être capable de déceler. Sur la pression vous voyez, d'achat et de vente, on est actuellement sur une phase où, entre la pression d'achat et la pression de vente, on est sur un potentiel top local probable qui malheureusement, vous le savez, hein, a plutôt tendance à se solder, hein, comme vous avez pu voir par le passé, en début d'année 2024, en fin d'année 2024, en milieu d'année 2025. C'est généralement des phases de top locaux qui se soldent par des phases de correction qui peuvent durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On ne peut pas forcément le sentir dès le début, on ne peut pas savoir combien de temps ça va durer. Par contre, on peut savoir que ça arrive et donc on peut protéger le capital. C'est justement tout l'objet de cet espace membre, c'est d'être capable de jauger à quel moment c'est intéressant de rester en position et à quel moment ça devient intéressant de quitter nos positions. Vous voyez que sur le baleine versus retail, on est sur des baleines donc, qui sont en phase de distribution par rapport au retail, mais qui sont en valeur absolue également en train de distribuer leur token. Donc on le voit également au niveau des liquidations. On a surtout beaucoup de liquidations qui se trouvent en dessous du prix, hein. Vous voyez que les poids les plus importants se trouvent en dessous du prix. 69 700, 75 200, 76 000 dollars. En dessous du prix, on a pas mal de zones de liquidation qui nous attendent. Et notamment cette grosse zone de liquidation qui se trouve au niveau des 70 000 dollars et qui risque justement d'être atteinte si on n'arrive pas à endiguer ce momentum baissier qui pour le moment est en train d'entraîner le prix du Bitcoin de plus en plus bas. Vous voyez qu'au niveau du SOPR également, on est en train potentiellement de retrouver un croisement entre les deux courbes, la courbe du coup orange et la courbe bleue qui correspondent à deux moyennes mobiles sur ce fameux SOPR, donc le Spent Output Profit Ratio, vous voyez juste là. Malheureusement, quand ces deux courbes se croisent, c'est généralement mauvais signe. Vous voyez que quand elles se croisent dans des phases justement où cet oscillateur est plutôt haut, c'est généralement des tops locaux puissants, mais également quand elles se croisent, quand elles se croisent dans des phases justement plutôt baissières, et bien ça c'est également des moments où ça peut entraîner des capitulations comme on avait pu voir justement à l'époque en 2018. On avait finalement la courbe bleue qui était passée en dessous de la courbe orange à peu près au mois de septembre et 2 mois ensuite on avait eu une énorme correction qui avait emmené Bitcoin au niveau des 3200 dollars à l'époque en passant de justement 6300, 6400 dollars à peu près 3000 dollars, un petit peu plus, 3200. Donc on avait eu quand même une purge qui avait été très très violente et qui avait permis également à l'époque de purger cet open interest. Alors oui, non, ici on l'a pas l'historique, mais l'open interest qui à l'époque était également très haut pour ceux qui s'en souviennent. Au niveau des flux sur les ETF Bitcoin, vous voyez qu'on a des flux qui sont plutôt baissiers également, avec un BlackRock en tête de ces mouvements baissiers, hein. C'est ce qu'on retrouve justement sur la partie on-chain. Vous voyez que c'est pratiquement la seule partie qui est haussière, mais qui malheureusement, vous le voyez hein, sur le portefeuille de BlackRock, est plutôt baissière. C'est le seul indicateur baissier de la partie on-chain, quasiment le seul en tout cas. Et vous voyez que ici, c'est exactement ce qu'on a, c'est une inversion entre les deux moyennes mobiles, hein. Vous voyez cette courbe rose et cette courbe verte qui nous montre que justement, on a pour le moment un flux qui est plutôt baissier, un flux cumulatif qui est plutôt baissier. Et malheureusement, du coup, ça
ça pèse également sur le prix du Bitcoin parce que on cherche un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs, mais si on est haussier, on cherche un déséquilibre avec plus d'acheteurs que de vendeurs. Et malheureusement, BlackRock devenant vendeur, on a justement quelque chose qui se retrouve sur l'apparente demande. Alors je vais vous le montrer ici sur CryptoQuant. Sur la partie analyse on-chain, vous avez une apparente demande qui était quasiment repassée dans le positif et qui finalement repasse dans le négatif, qui finalement retourne dans une dynamique vendeuse avec des vendeurs qui justement reprennent le lead et qui se décident à accentuer cette phase de baisse. Malheureusement, du coup, ça pèse sur le Bitcoin au global et sur cette partie on-chain qui reste relativement haussière. Donc on a une direction attendue qui est haussière pour la partie on-chain, même si vous le savez, la partie on-chain et la partie macro ont des horizons de temps qui sont bien plus longs que celles des contrats dérivés et de la partie technique. La partie technique et la partie dérivée, c'est ce qui fait nos petites oscillations à l'intérieur d'une journée, à l'intérieur d'une semaine, à l'intérieur d'un mois. La partie on-chain et la partie macroéconomique, c'est ce qui va nous faire les directions plutôt de mois en mois, d'année en année, de cycle en cycle, etc. Et là, ce qu'on observe sur la partie on-chain, c'est plutôt des indicateurs et des oscillateurs qui sont plutôt orientés à la hausse. On va le voir par exemple sur ces indicateurs-là. Hop, que ce soit par exemple le Bitcoin Sharp ratio, où vous voyez qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top, même si on n'est quand même pas dans des zones d'accumulation majeures. C'est également le cas sur le réserve risque, vous voyez qu'on est plus proche d'un bottom que d'un top, mais on n'est pas encore dans des zones de capitulation. Le CryptoQuant Bitcoin Bull Market Cycle Indicator, on le retrouve avec des phases justement d'extrême bear. Est-ce qu'on a atteint la phase d'extrême bear? Non. Pas encore. On n'a pas encore atteint ces phases-là où du coup racheter devient une évidence. Non, ce n'est pas encore le cas. Racheter devient une évidence sur le papier, hein, je vous le précise, parce que quand ça arrivera, je referai une vidéo et je peux vous dire que dans les commentaires, on devrait avoir pas mal de gens qui nous disent c'est pas le moment d'acheter, Bitcoin va continuer de baisser, etc. Vous voyez sur le NUPL, on est revenu dans des zones de neutralité. On a eu des périodes qui étaient plus propices à l'achat, mais vous voyez qu'on est quand même plus proche d'un bottom que d'un top. C'est exactement pour ça que cet espace membre nous indique ce chiffre de 60%, avec du coup l'idée que on est dans une configuration qui est pertinente si vous jouez de cycle en cycle pour vous positionner. Effectivement, acheter un Bitcoin aux alentours de 76 000 dollars, si vous croyez, comme ça peut être mon cas par exemple, que Bitcoin atteindra un jour ou l'autre 500 000 dollars, 800 000 dollars. Alors je ne vous dis pas que ce sera dans cette décennie-là, peut-être dans la suivante, entre 2030 et 2040, probablement, selon moi. Mais ceci n'est pas un conseil en investissement, c'est tout à fait probable qu'il se passe quelque chose d'inattendu, hein. Je vous rappelle que c'est un actif jeune qui a oui, maintenant un peu plus de 15 ans, mais à peine plus de 15 ans. Donc il faut être relativement mesuré dans ses expositions. Avoir du Bitcoin à 76 000 dollars sur du long terme, ça reste quelque chose de pertinent. On a un prix de production qui est, en fonction des émetteurs, plutôt situé entre 40 et 65 000 dollars en fonction des producteurs de Bitcoin. Et donc, évidemment, en acheter relativement proche des prix de production, c'est comme acheter une once d'or aux alentours de leur prix de production, ça reste quelque chose de pertinent sur le long terme. Maintenant, est-ce que c'est le moment où je vais exposer mon portefeuille à justement aux variations de prix du Bitcoin alors que je fais de la gestion active, alors que je pense qu'il est possible d'optimiser mon point d'entrée et d'optimiser mes points de sortie? Évidemment non. Évidemment non. Et ça, c'est très lié à justement ce dont on a parlé en début de vidéo. Et également, du coup, à cette partie macroéconomique qui se dégrade avec des hausses de taux sur le 10 ans américain, par exemple. On a des hausses de taux. Et ça, malheureusement, c'est un problème. On a, vous voyez, hein, une hausse de 0,2% sur 7 jours, de 5% à 30 jours et de pratiquement 10% à 90 jours sur le 10 ans américain. C'est un problème. C'est un problème parce que les actifs à risque bénéficient de taux faibles. Et ce n'est pas de la magie. Les taux faibles, ils permettent à l'économie justement de se développer. Pourquoi? Quand vous avez des taux faibles, les entreprises, les particuliers peuvent emprunter pour justement les particuliers pour faire travailler les entreprises pour investir et embaucher. Et donc on va avoir des phases d'expansion dans lesquelles les entreprises justement vont investir pour, je sais pas, acheter des machines. Les fabricants de machines vont donc embaucher pour justement développer de plus en plus de machines. On va avoir une augmentation des prix qui va être tirée à la hausse puisque justement on a de l'argent
gratuit ou de l'argent moins cher. Et donc ça vient porter l'économie globale, qui vient donc augmenter les bénéfices des entreprises. Si les entreprises font plus de bénéfices, leur cours de bourse monte. Vous connaissez le fameux PER, le Price Earning Ratio. J'imagine que vous le connaissez. Ce PER-là, c'est justement le prix de l'actif est évidemment corrélé à ses revenus. Et c'est pour ça qu'on attend les résultats trimestriels avec autant d'impatience. C'est pour ça qu'on a été autant vigilant le mois dernier sur justement les Big Four et justement les 7 magnifiques. Est-ce qu'ils ont été capables de maintenir des niveaux des rendements aussi importants sur justement leur titre financier? Eh bien, pour le moment, ça tient. Mais le problème, c'est que si on a une hausse des taux, malheureusement, vu les investissements qui sont faits, que ce soit en IA, mais également dans le reste des entreprises, ça risque de devenir problématique. Et vous le voyez juste là, on a un biais hawkish avec des hausses de taux qui sont anticipées. Donc malheureusement, vous voyez, l'anticipation de la Fed, c'est un problème. C'est ce qu'on voit ici avec ce tableau du CME Group, un tableau que je vous montrais depuis pas mal de temps, mais que j'ai synthétisé justement dans cet espace membre pour vous donner un score. Plus on est proche de zéro, plus on est hawkish, c'est-à-dire plus on pense qu'on va avoir une politique monétaire qui sera contraignante, et plutôt dovish, avec une politique monétaire qui risquerait de s'assouplir. Ben, vous voyez que plus ça va, plus on est dans une phase où on a l'impression qu'on va aller dans un rythme de hausse de taux. Et vous le voyez juste là, on anticipe une potentielle hausse de taux à partir du premier trimestre 2027. C'est dans pas si longtemps que ça, hein. Ça c'est 3 trimestres, 3 trimestres, ça va aller très vite. Et malheureusement, ça c'est très lié au fait que le pétrole se stabilise relativement haut, que on a justement des hausses de l'inflation. Vous voyez sur Trueflation, on est à 2,07% d'inflation. Ça commence à devenir gênant. Le pétrole, vous le voyez juste là, le baril de Brent qui est au niveau des $109. Vous voyez que on est toujours dans une phase de continuation haussière. Si je vous montre en 4 heures avec cette EMA 250 période en 4 heures, vous voyez qu'on est en train de glisser au-dessus de cette EMA. On s'est appuyé dessus une fois, 2 fois, 3 fois, mais vous voyez que pour le moment, elle ne cède pas. On est plus proche d'une continuation haussière qu'un retour en tendance baissière, et justement un retour sur des prix qu'on a pu pratiquer pendant pas mal d'années entre 60 et $70 le baril. On en est très loin et malheureusement, ça commence à peser sur l'inflation. L'inflation américaine, bien entendu. On l'a vu avec des CPI qui sont sortis en hausse, les CPI qui sont sortis à 3,8% au lieu des 3,7% attendus, alors qu'on avait déjà 3,3% le mois précédent. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que surveille le marché. Cette semaine, on va avoir jeudi les PMI manufacturiers du mois de mai, le PMI manufacturier et les PMI des services. On attend des chiffres en légère contraction sur les PMI manufacturiers, en légère expansion sur le PMI des services. Évidemment, si on a une mauvaise nouvelle là-dessus, vous vous doutez bien que ça va venir sonner le glas de ce marché haussier pour le S&P 500 et pour le Nasdaq, qui sont extrêmement décorrélés du Bitcoin. On a un Nasdaq qui part en ligne droite. Franchement, c'est déroutant, c'est inquiétant aussi, parce que une ligne droite aussi puissante, avec un momentum aussi haussier, on va le regarder au niveau du RSI, mais ça commence à faire peur. Ça commence à faire peur, d'autant que vous voyez, on vient de quitter la zone de surachat, pardonnez-moi, en 4 heures. Ça commence à devenir très 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 dangereux, et évidemment le marché le sent. On a de la prise de profit, c'est aussi pour ça que le marché ralentit, mais on ralentit très très haut, on est quasiment aux 30 000 points. Je vous rappelle qu'au moment du Covid, juste là, on avait fait un top avant Covid à moins de 10 000 points. On a quasiment triplé la valorisation du Nasdaq depuis notre top pré-Covid. Et si on regarde justement à partir de notre creux du Covid, on est quasiment sur une performance de x4,5, 341% de hausse, 22 965 points de hausse pour venir passer de 6 700 points à 29 685 points. Alors, je ne joue pas les oiseaux de mauvais augure avec une correction qui pourrait être très violente, mais une respiration de marché, ne serait-ce que venir corriger et venir rattraper les niveaux qu'on a pu travailler pendant la fin d'année 2025, qui se trouve au niveau des 25 000 points, c'est quelque chose qui serait évidemment salvateur, parce que plus on repousse la correction, plus elle a de probabilité d'être violente. On a un premier arrêt qui se trouve au niveau des 27 000 points. Venir respirer
à peu près à cet endroit-là, ça reste sain. Et malheureusement, c'est la macroéconomie qui risque d'envoyer justement le Nasdaq au tapis. On a justement, vous le voyez ici, une liquidité globale qui se comprime un petit peu, qui reste toujours plutôt favorable au marché des cryptos. On a une expansion qui s'est bien accélérée. Donc on a une dérivée seconde qui est positive, mais on a une dérivée première qui commence un petit peu à ralentir. Voilà. On était il y a 63 jours dans une phase d'expansion modérée. On est maintenant dans une phase de reflation où on est petit à petit en train de favoriser le dollar et les marchés obligataires avec justement ce taux à 10 ans qui remonte dans une phase où justement les marchés actions commencent un petit peu à faiblir. Pour le moment, c'est des premiers signaux, c'est des signaux assez faibles. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément gênant. Évidemment, c'est très lié au fait que la technique et les dérivés sont très baissiers, que du coup, ce catalyseur supplémentaire de baisse pourrait justement peser sur le prix du Bitcoin. Mais en soi, c'est pas forcément si gênant que ça sur le moment. Malheureusement, il va pas falloir que justement ces risques se confirment, parce que si on a une confirmation à un moment ou à un autre, et notamment du coup on pourrait l'avoir cette confirmation jeudi avec les PMI manufacturiers et les PMI des services, si on a cette confirmation, malheureusement le risque c'est d'envoyer le Nasdaq justement sur son premier arrêt et d'envoyer le Bitcoin bien plus bas pour purger son fameux Open Interest qui est bien trop haut et qui vous le voyez, hein, malgré du coup la baisse d'à peu près 7 000 $ entre les 80, oui, à peu près 6 000 $ entre les 83 000 et les 77 000 $, bah, vous voyez que l'Open Interest pour le moment ne baisse pas. Il va falloir du coup a priori baisser bien plus violemment pour espérer purger tous ces acheteurs compulsifs sur ce marché des cryptos. Vous le voyez donc au niveau du sentiment de marché, on a un sentiment de marché qui est plutôt neutre, on a un Fear and Greed Index qui est plutôt dans la peur. Vous le voyez ici avec les 28% de Fear and Greed Index. Donc on est quand même dans la peur, il n'y a pas de panique absolue et c'est pour ça que du coup on est plutôt neutre sur ce sentiment de marché. Maintenant, vous voyez ici quelque chose de gênant, c'est sur Coinbase, vous voyez la position de Coinbase sur l'Apple Store. Ça, c'est quelque chose que je monitore, qui fait partie des choses qui sont des signaux faibles, mais qui sont extrêmement puissants. Alors, on appelle ça signaux faibles parce que c'est pas forcément directement lié au prix, c'est pas forcément directement lié à l'action de prix, au momentum, etc. Mais c'est des choses qui nous montrent des phases de grid, des phases d'avidité. Et vous voyez qu'il il y a quelques jours, il y a une dizaine de jours, l'application Coinbase était à la position numéro 33 de l'Apple Store dans la catégorie finance aux États-Unis. On est venu remonter il y a 7 jours à peu près à la 31e place et maintenant on est déjà à la 22e place. Ce qui montre qu'on a de plus en plus de personnes qui téléchargent l'application Coinbase, qui donc se motivent à investir sur la crypto. Hein. Si c'est des personnes qui téléchargent Coinbase, c'est des personnes qui ne l'avaient donc pas et qui n'avaient donc pas de crypto. Il est très vraisemblable qu'elles viennent déposer quelques finances dans les prochains jours. Et malheureusement, quand on a des retails qui font ça, à un moment où vous le voyez, les baleines sont plutôt dans une phase d'allègement massif, bah malheureusement, le risque, c'est de venir voir solder le tout par ce fameux FOMO des retail qui du coup pourrait être envoyé très profondément à la baisse. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à cet espace membre, hein, vous avez un copilote qui vous permet de discuter, justement avec mon deuxième cerveau par intelligence artificielle. Vous avez là le retour de tous les briefs, vous avez le track record, mon allocation en temps réel, l'accès à la stratégie court terme également. Donc n'hésitez surtout pas, tout ça est accessible à tous les membres de mon cercle d'investissement. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions également, vous pouvez discuter avec moi via Telegram sur mon site internet. Vous avez tous les liens en description. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter qui est gratuite. Télécharger mon manifeste 90 pages. Alors, j'y ai tout mis, honnêtement, en 90 pages. J'y ai mis tout ce que j'ai pu apprendre comme concept intéressant. Alors, évidemment, là, vous aurez la théorie et grâce à cet espace membre et au brief de la partie cercle d'investissement, vous aurez la mise en pratique de cette théorie.
Mais si vous voulez déjà la théorie, n'hésitez pas, c'est gratuit, vous pouvez la télécharger via les liens en description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et également tous les indicateurs que je peux vous partager. Je vous mets à disposition beaucoup de données qui sont accessibles normalement uniquement par des comptes premium et des comptes qui peuvent parfois être assez chers. Donc j'espère que ça vous fait plaisir en tout cas. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve bientôt sur la chaîne Medusa. Allez, à plus.